Je ne devais pas être à la maison si tôt. J'avais échangé un service avec un des autres gars de l'entrepôt, Jean, je crois, parce qu'il devait aller chercher son enfant. Alors, j'ai pointé à 1h30 au lieu de 6h, l'heure habituelle, et j'ai décidé de surprendre mes parents en allant chercher des provisions sur le chemin du retour. Juste les choses de base, du lait, des œufs, une pizza surgelée pour le dîner. Je ne m'attendais ni à une fête ni même à un merci. Ce n'était jamais comme ça que ça fonctionnait dans notre maison, mais je me suis dit qu'ils apprécieraient peut-être. Peut-être que ce serait une de ces petites choses qui me vaudraient un « et, merci, Paul ». C'est mon nom, Paul. J'ai 27 ans, je vivais encore chez eux au moment où cela s'est produit. Et croyez-moi, je sais ce que cela implique. Je n'en étais pas fier, mais c'était pratique. J'étais en train de rembourser une partie de ma dette universitaire, d'économiser pour une voiture d'occasion qui ne peinait pas dans les côtes, et d'essayer d'amasser assez pour déménager sans tomber dans un trou noir de loyer et de nouilles instantanées. L'accord était, je payais 300 € par mois, je nettoyais après moi, et je me faisais discret. Cette dernière partie, c'était la clause tacite. Mon frère Marc, par contre, eh bien, Marc était en or. Il a 2 ans de moins que moi, il a 25 ans, il est charmant, il a toujours su dire la bonne chose au bon moment. C'est le genre de gars que les professeurs adoraient au lycée, même s'il rendait ses dissertations en retard. Le type qui pouvait accidenter sa voiture contre une clôture et réussir à faire en sorte que le voisin s'excuse d'avoir mis cette clôture. Vous voyez le genre. Et pour être honnête, je ne le détestais pas pour ça. J'étais même admiratif. Je pensais que peut-être une partie de cette brillance me collerait si je restais assez près. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer le schéma. Chaque fois que j'obtenais un B+, il avait un A-. Quand j'ai obtenu une promotion à l'entrepôt, on lui a accidentellement offert un stage mieux rémunéré grâce à un ami de papa. Quand j'ai remboursé la première partie de mon prêt étudiant, maman n'a à peine jeté un œil au reçu que j'avais collé sur le réfrigérateur. Pendant ce temps, quand Marc se souvenait de mettre son linge dans le panier, il lui organisait un dîner de célébration. D'accord, pas littéralement, mais vous voyez l'idée. Pourtant, je me disais que j'étais trop sensible, que ce n'était que le favoritisme naturel qui apparaît quand il est plus facile de se vanter d'un enfant que de l'autre. Je gardais la tête baissée, je travaillais, je nettoyais, je payais mon loyer, je me mordais la langue. Cet après-midi-là, je suis entré par la porte de derrière, les bras chargés de sacs d'épicerie. La maison était inhabituellement calme. Pas de télévision, pas de Marc, juste le faible ronronnement des voix dans la cuisine. J'ai supposé qu'il ne m'avait pas entendu entrer. Puis j'ai entendu la voix de mon père, parfois, je souhaite que Marc soit notre seul enfant. Je me suis arrêté, juste figé dans le couloir comme un fantôme hantant le sol stratifié. Mon estomac s'est noué, mais une partie de moi, une écharde naïve et pleine d'espoir, a supposé qu'il plaisantait, qu'une chute allait suivre. Quelque chose comme, la vie serait ennuyeuse cependant, hein. Mais puis maman a parlé. Je sais ce que tu veux dire, dit-elle avec décontraction. C'est juste plus facile. Il n'est pas si émotionnellement exigeant, pas si dramatique. Et puis ils ont ri. Pas juste un petit rire, un vrai rire, celui qui remplit une pièce et rebondit sur les murs. Je suis resté là pendant 3 minutes. J'ai compté. Je suis resté là, agrippant les sacs d'épicerie jusqu'à ce que le plastique commence à me couper les doigts et que les œufs transpirent à travers la boîte. Et puis je me suis retourné doucement comme si je n'étais jamais entré. J'ai ouvert la porte, je suis retourné au soleil, et je suis sorti sans un bruit. 3 mois se sont écoulés avant qu'il ne remarque mon absence. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas écrit de mots dramatiques. Je n'ai rien publié en ligne ni laissé de traces papier. J'ai juste disparu. J'ai retiré les 240 € restants de mon compte courant. Je les ai utilisés pour acheter un billet de bus aller simple pour une ville à 3 heures de là où vivait mon ami d'université Antoine. Il me devait une faveur. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais quand je l'ai appelé pour lui demander si je pouvais m'incruster sur son canapé pendant un moment, il n'a même pas hésité. Il a dit, oui, viens. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une remise à zéro. Ce que je ne lui ai pas dit, c'était pourquoi. Les premières nuits ont été difficiles. Je me sentais comme un fantôme. Je continuais de vérifier mon téléphone comme si j'attendais un texto disant « Où es-tu » ou « Est-ce que tout va bien ?» Rien.
Juste un message de groupe de Marc à propos d'un nouveau whisky qu'il essayait et un mème transféré de maman sur les chats qui détestent les lundis. Pas un mot sur moi. L'appartement d'Antoine était petit et sentait vaguement le linge sale, mais il était chaud, et il ne posait pas de questions. Il travaillait la nuit dans une société de sécurité, donc j'avais l'endroit pour moi tout seul pendant la journée. J'ai commencé à prendre des petits boulots, déchargement d'entrepôt, livraison d'épicerie, travail temporaire dans un garde-meuble. Ce n'était pas glamour, mais c'était suffisant pour me faire manger et payer une partie du loyer. J'ai ouvert un compte d'épargne dans une autre banque et j'ai souscrit à un nouveau forfait téléphonique. J'ai reconstruit ma vie à partir de zéro, une brique à la fois, dans un silence total. Et le plus étrange, je ne me sentais pas triste. Pas au début. Je me sentais vide, comme si mes membres émotionnels avaient été amputés et que je ne l'avais pas encore remarqué. Je m'attendais à ce que le chagrin me frappe, à ce que la panique s'installe, mais rien. Pas avant une nuit, vers 2 heures du matin, quand Antoine est rentré et m'a trouvé assis sur le sol de la cuisine, la porte du réfrigérateur ouverte, mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère et pleurant si fort que je ne pouvais pas respirer. Je pense que c'est le beurre de cacahuète qui a fait ça. Ma maman achetait toujours la même marque, Crunchy Gold. Elle était toujours sur la 3e étagère. Le revoir a fait craquer quelque chose en moi. J'ai tout raconté à Antoine cette nuit-là, du moment dans le couloir à l'attente de 3 minutes, jusqu'au son de mes parents riant. Il n'a rien dit au début, s'est juste assis à côté de moi et m'a laissé parler. Quand j'ai eu fini, il s'est levé, a préparé du café et a dit « Tu n'y retournes jamais ». J'ai hoché la tête. Je le savais déjà. Pourtant, une partie de moi se demandait, combien de temps faudrait-il pour qu'il réalise que j'étais parti ? 3 semaines ? 1 mois ? Il s'avère qu'il a fallu 3 mois complets. Et quand ils ont finalement essayé de me contacter, ce n'était même pas par un appel. C'était un courriel de groupe. Objet, point de situation familiale. Je l'ai ouvert, le cœur battant, pensant peut-être, juste peut-être, qu'il y aurait une trace de préoccupation, une question sur mon bien-être. Mais non, c'était maman, demandant si quelqu'un avait des projets pour Thanksgiving. Elle a énuméré qui apportait quoi, a demandé à Marc de confirmer si sa nouvelle petite amie venait, et a ajouté une phrase passive à la fin, « Paul, si tu es dans le coin, fais-nous signe. » Si j'étais dans le coin, comme si j'étais juste allé me promener et que j'étais distrait. Ce fut le moment où le vide se durcit en quelque chose d'autre. Pas tout à fait de la colère. Pas encore, mais le genre de clarté froide qui s'infiltre quand on accepte enfin quelqu'un pour ce qu'il est. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à planifier. Pas seulement comment rester loin, mais comment m'assurer qu'il n'oublierait jamais ce moment dans la cuisine. Ce rire, cette phrase, ce choix. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Je n'ai pas répondu au courriel de Thanksgiving. Je n'ai envoyé aucun texto. Je n'ai même pas ouvert celui de suivi qui est arrivé une semaine plus tard avec l'objet « Urgent, sauce au canneberge ou pas ?» Mais je l'ai vu. J'ai vu chaque message qu'ils envoyaient parce que, pour une raison que j'ignore, je n'arrivais pas à me résoudre à les bloquer. Pas encore. Je voulais savoir combien de temps ils prétendraient que je n'étais pas porté disparu. Thanksgiving est passé. Je l'ai passé dans un dîner avec Antoine et quelques-uns de ses amis. Nous avons tous mis en commun et pris le petit repas de dinde spécial qu'il proposait, des tranches de dinde séchées, de la purée de pommes de terre en boîte, et des haricots verts si mous qu'ils auraient pu être des pailles, mais nous avons ri. Nous avons parlé de choses stupides. Je ne me sentais pas comme un fantôme cette nuit-là, et personne ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas avec ma famille. Une semaine plus tard, Marc m'a envoyé un texto pour la première fois depuis ma disparition, et « Mec. Ça va ?» C'était tout. Pas de contexte, pas de suivi. J'ai fixé l'écran pendant 1 heure complète avant de le supprimer. Ne pas répondre, ne pas bloquer, juste supprimer. Puis vint Noël. Le grand test. Je m'attendais au moins à un appel à ce moment-là. Peut-être même un message vocal plein de culpabilité. Mais non. Un autre courriel de groupe. Plan pour le dîner de Noël, complet avec un lien Google Sheet pour qui apportait quoi. Je n'étais même pas inclus dans la feuille de calcul. Marc était responsable du jambon. Tante Denise avait des tartes. Maman avait des pommes de terre en purée et une ambiance festive. Papa avait les boissons. Paul était invisible.
C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une négligence. Ce n'était pas une erreur. C'était leur version d'un accord tacite. Ils prétendaient que j'étais parti pour un travail ou que j'étais occupé à faire mes propres affaires, comme un vide créé par le soleil qu'ils pouvaient simplement sceller sous vide et ranger quelque part. Alors, j'ai pris une décision. S'ils allaient m'effacer, j'allais leur donner quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. J'ai commencé à travailler en doubles équipes. J'ai économisé chaque centime que je pouvais. J'ai arrêté d'acheter tout ce dont je n'avais pas absolument besoin. Antoine m'a aidé à imprimer des prospectus pour des travaux de bricolage en indépendant, assemblage de meubles, montage de télévision, petites réparations. Je les ai affichés dans le quartier et j'en ai scotché un sur chaque tableau d'affichage de laverie automatique dans un rayon de 16 km. Et lentement, les choses ont commencé à marcher. Mes économies ont augmenté. Je ne survivais plus seulement. J'accumulais de l'argent liquide. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le contrôle, comme si mon avenir m'appartenait. Pendant ce temps, les messages de la maison restaient rares. Janvier, espère que tu restes au chaud. Février, papa dit, salut, Marc a une nouvelle voiture. Mars, le 80e anniversaire de grand-mère approche. Tu viens? Je les ai tous ignorés jusqu'en avril. C'est là que j'ai reçu le message vocal. J'étais en train de réparer un robinet qui fuyait chez un couple de retraités quand mon téléphone a vibré. J'ai vu l'appel manquer, maman. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Mais plus tard dans la nuit, quelque chose m'a poussé à écouter le message. Sa voix était tremblante, pas triste, juste bizarre. Salut, Paul. J'espère que tu vas bien. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Je sais que les choses ont été bizarres. Peut-être avons-nous dit quelque chose de mal, mais nous t'aimons, d'accord? Nous t'aimons vraiment. Dis-nous juste que tu vas bien. Il y avait une pause à la fin, environ 5 secondes de silence avant que le message ne se coupe, comme si elle essayait de trouver quoi dire d'autre, mais n'y parvenait pas. J'ai failli craquer. Presque. Mais puis je me suis souvenu de cet après-midi-là, des sacs en plastique me coupant les doigts, du son de leur rire résonnant dans le couloir. Et soudain, ce message vocal m'a semblé être du théâtre, comme une actrice manquant sa réplique. Je n'ai pas répondu. Pas même lorsque Marc m'a envoyé un texto 2 jours plus tard, tu es dramatique. Rentre juste à la maison maintenant. C'était fort venant de lui. Surtout parce que pendant tout cela, j'ai commencé à entendre des choses de la part d'anciens voisins et amis de chez moi, ou pas directement, mais via les publications sur les réseaux sociaux par le cousin d'Antoine qui vivait toujours dans notre ville. Des choses comme « Marc a enfin obtenu cette promotion » ou « Marc et papa sont retournés jouer au golf ». Tradition familiale. Tradition familiale. Je n'avais pas été invité à une sortie familiale depuis des années. Pas depuis que j'avais eu 21 ans et que j'avais commencé à poser des questions sur la raison pour laquelle je payais toujours mes propres factures alors que Marc avait un compte bancaire qui se replénissait comme par magie. Et maintenant, à 27 ans, j'étais essentiellement un fantôme dans leur chronologie. Puis est venu le vrai coup dur. C'était un samedi, pluvieux. Je m'en souviens parce que je venais de finir de déboucher la gouttière de quelqu'un et mon sweat à capuche était trempé. Je faisais défiler Instagram quand je l'ai vu. Une publication de ma cousine Sophie. Elle avait tagué mes parents et Marc. La photo était une grande photo de groupe dans un restaurant, tous bien habillés. La légende disait, tellement fier des fiançailles de Marc. Beau dîner avec la famille. Cœur rouge anneau, fiançailles. Dîner avec la famille. J'ai zoomé. Effectivement, ils étaient là, maman, papa, oncle Géry, tante Denise, la fiancée de Marc, une fille blonde que je n'avais jamais vue auparavant, et une table pleine de visages souriants. Tous. Tous les membres de la famille élargie qui étaient venus à nos Noëls et barbecues. Et moi? Nulle part. Même pas une mention. J'ai posé mon téléphone. Je suis sorti. Je n'ai même pas pris de veste. J'ai juste marché jusqu'à ce que je ne puisse plus sentir mes doigts, jusqu'à ce que la bruine me trempe la peau et engourdisse mon visage, jusqu'à ce que mes poumons soient à vif à cause du froid. Ce fut le point de rupture. Pas la conversation dans la cuisine. Pas le silence. Pas les 3 mois à faire semblant que je n'existais pas. C'était cette photo, cette légende.
Il construisait une vie, une famille, un avenir, et je n'en faisais pas partie. Même pas une note de bas de page. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait rage. Je n'ai pas crié dans le vide. J'ai écrit une lettre, pas à eux, mais à moi-même. Elle faisait 5 pages. Je l'ai écrite d'une seule traite à la main. J'ai exposé tout ce qu'ils avaient jamais dit. Chaque fois qu'ils m'ont ignoré. Chaque fois que Marc était loué pour avoir respiré alors que j'étais critiqué pour avoir essayé. J'ai tout écrit et puis je l'ai brûlé. Pas pour le symbolisme, juste pour me tenir chaud pendant que le chauffage d'appoint crachotait dans le coin. Et puis j'ai fait un nouveau plan. Pas seulement pour passer à autre chose, mais pour réussir, pour construire quelque chose d'insaisissable, d'incontestable, de sorte que lorsqu'ils réaliseraient enfin ce qu'ils avaient fait, il serait trop tard. La porte serait fermée, verrouillée et enterrée sous le béton. Et juste au moment où je pensais que l'univers pourrait me laisser un répit, ils m'ont réservé un autre rebondissement. Marc a appelé, pas envoyé de texto, pas envoyé de courriel. Il a réellement appelé. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que j'étais en train de préparer des macaronis au fromage en boîte quand l'écran s'est illuminé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Paul, a-t-il dit, la voix légère, décontractée, comme si rien ne s'était passé. Oui, ai-je répondu, sans émotion. Et mec, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Oui, il a ri maladroitement. Alors, j'ai une grande nouvelle. Je n'ai rien dit. Je me marie, a-t-il continué, en juin. On fait un truc à la plage. Maman et papa aident. Ça va être énorme, comme si tout le monde venait. J'ai fixé la casserole de nouilles bouillantes. Tu veux que je vienne, ai-je demandé, sans que ce soit une question. Eh bien, oui. Tu es mon frère. J'ai attendu. Il n'a rien dit d'autre. Alors j'ai demandé, pourquoi maintenant? Il a hésité. Écoute, maman est un peu contrariée. Tu sais comment elle est. Émotionnelle. Elle veut toute la famille là-bas. Ah oui. Et papa, il essaie d'être cool à ce sujet, mais il te manque, mec. J'ai failli rire. Presque. Enfin, a-t-il poursuivi, on s'est dit que ça pourrait être une bonne occasion de régler n'importe quelle bizarrerie qui se passe. Régler? Ai-je répété? Oui. Tu sais, comme enterrer la hache de guerre. Il y eut un long silence. Paul, dit-il. J'ai inspiré lentement, puis j'ai expiré. J'y penserai, ai-je dit, parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il n'avait pas changé. Il n'était pas désolé. Il voulait juste une jolie photo de mariage. Et ça a été la plus grande trahison jusqu'à présent. Je ne suis pas allé au mariage. Je n'ai même jamais dit non. Après cet appel, j'ai laissé les jours passer, l'un après l'autre, jusqu'en juin, et le mariage à la plage était passé. Pas de réponse au faire-part, pas de message, pas d'excuses, pas de culpabilité, juste le silence. Et dans ce silence, je m'attendais à ressentir quelque chose, du regret peut-être, ou de la honte, une torsion dans mes entrailles de ne pas être la personne la plus mature. Mais je n'ai rien ressenti. Ce que j'ai ressenti, c'est une étrange sorte de paix. Une paix froide et engourdie, mais une paix tout de même. Comme si j'avais finalement arrêté de gratter une plaie et que je l'avais laissée cicatriser. Et puis vint l'effondrement. Pas du genre dramatique. Pas de perte d'emploi, pas de trahison d'un ami, pas d'urgence médicale, juste le genre lent. Celui qui s'infiltre dans vos os dans le silence après que vous vous soyez éloigné de tout. Celui qui s'installe dans les moments où vous êtes seul trop longtemps et que votre cerveau commence à vous jouer des tours, chuchotant que peut-être vous étiez le problème, que peut-être ils avaient raison, que si vos propres parents ne vous manquaient pas. Peut-être que vous ne valiez pas la peine d'être manqué. J'ai arrêté de sortir autant. J'ai commencé à refuser les petits boulots de bricoleur. J'ai dit à Antoine que j'étais fatigué, ce qui n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus la vérité. Je passais de plus en plus de temps sur le canapé à manger des plats à emporter et à regarder des gens sur YouTube réparer leur vie pendant que la mienne stagnait. Et Antoine, il était patient mais pas ignorant. Tu dois te lever, mec, dit-il une nuit, debout dans l'embrasure de la porte avec une fourchette en plastique dans un contenant à moitié mangé de ramen. Tu es dans ce sweat à capuche depuis 4 jours. Je n'ai pas répondu.
Je ne pouvais pas. Je fixais juste le tapis comme s'il avait des secrets à révéler. Tu n'es pas eux, ajouta-t-il. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais ça n'a pas fait mouche. Pas vraiment. Il a soupiré, a secoué la tête et s'est éloigné. Cette nuit-là, je me suis finalement regardé dans le miroir. Pas juste un coup d'œil. J'ai regardé. J'étais pâle. Mes cheveux étaient en désordre. J'avais cet air affaissé autour des yeux, le genre qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'avoir trop dormi. Mon sweat à capuche était rigide à cause des taches de graisse et du ketchup séché. J'avais l'air de quelqu'un qui s'était arrêté. C'était le fond du gouffre. Pas un moment, pas un événement, juste la réalisation que j'avais disparu de ma propre vie. Le lendemain matin, j'ai pris une douche. Cela semble petit, mais cela semblait énorme. J'ai lavé le sweat à capuche 2 fois et je l'ai laissé sécher à l'air libre sur le balcon comme un drapeau de bataille. Je me suis rasé, j'ai coupé mes ongles, j'ai mangé un vrai petit déjeuner au pas des chips ou des céréales, mais des œufs. De vrais œufs. Et puis j'ai ouvert mon cahier, ce cahier à spirale usée où je gardais des listes de toutes les compétences que j'avais, de toutes les idées que j'avais eues pour une entreprise. De tous les rêves que j'avais mis de côté parce que j'étais trop occupé à essayer d'être le genre de fils qui pourrait mériter un « Nous sommes fiers de toi ». Et j'ai tourné la page intitulée « Un jour ». En haut de cette page se trouvaient les mots « posséder quelque chose de réel, quelque chose de moi, quelque chose qu'ils ne peuvent pas prendre ou ignorer ». C'est comme un coup de poing qui m'a frappé. Je ne voulais pas seulement échapper à mes parents. Je voulais construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas nier. Alors, j'ai choisi l'idée que j'avais encerclée 3 fois, menuiserie et réparation sur mesure. Cela semblait simple, mais j'avais une vision. Pas seulement réparer des choses, mais fabriquer des choses, meubles faits à la main, amélioration domiciliaire, accents en bois, étagères personnalisées ou toutes ces choses que j'aidais mon grand-père à construire dans son garage avant qu'il ne décède. Des choses qui durent. Je n'avais pas l'argent pour louer un atelier, mais j'avais 2 mains, quelques outils, et assez d'argent restant dans mes économies pour acheter le matériel pour un projet solide. Alors, j'ai construit un banc, j'ai pris mon temps avec, je l'ai poncé jusqu'à ce qu'il soit lisse, j'ai brûlé un motif sur l'assise avec un vieux fer à marquer que j'avais trouvé sur Facebook Marketplace, je l'ai teint, je l'ai scellé, je l'ai publié en ligne avec la légende, fait à la main. Sur mesure, pièce unique. Il s'est vendu en 2 jours, pas pour beaucoup, seulement 150 €, mais j'ai eu l'impression de gagner à la loterie. Alors, j'en ai fait un deuxième. Cette fois, une table basse. Et une semaine plus tard, quelqu'un m'a envoyé un message me demandant si je pouvais faire un ensemble complet, table, chaises et étagères. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser, ils en veulent plus. Ils veulent quelque chose que j'ai fait. Ce fut le début de Second Grain. Le nom est venu d'une conversation stupide avec Antoine sur la façon dont le bois a un premier fil, ce que l'on voit tout de suite, puis un second fil, plus profond, plus subtil, seulement visible lorsque la lumière le frappe juste comme il faut. Tu es le second fil, dit-il. Ils ne l'ont jamais vu, mais il a toujours été là. J'ai enregistré le nom de l'entreprise, j'ai construit un site web de base, et j'ai commencé à faire des travaux le week-end tout en continuant à prendre des petits boulots de bricoleur pendant la semaine. C'était difficile. J'étais fatigué tout le temps, mais je n'étais plus déprimé. Et le meilleur dans tout ça, chaque vente, chaque client, chaque commande personnalisée, ils étaient à moi. Pas quelque chose qui m'était donné, pas quelque chose que j'avais obtenu parce que quelqu'un avait passé un appel ou tiré sur une ficelle. Je l'avais gagné. Moi, Paul, le gamin qui se tenait dans un couloir écoutant ses parents rire de la façon dont la vie serait meilleure s'il n'existait pas. Ce rire, il résonnait de moins en moins chaque jour, surtout quand j'ai ouvert mon courriel une nuit et que j'ai vu ceci. Objet, demande, table personnalisée pour cadeau de mariage. Message, bonjour. J'ai trouvé votre site par l'intermédiaire d'un ami. Votre travail est magnifique. Je me demandais si vous faisiez de la gravure personnalisée. Mon fiancé et moi nous marions cet automne et nous aimerions une table personnalisée pour la table des cadeaux avec nos initiales et la date. Faites-moi savoir si vous êtes disponible. Signé, Émilie Lefebvre. J'ai fixé l'écran. Émilie. C'était elle, la fiancée de Marc. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais.
Elle avait dû tomber sur mon site par l'intermédiaire d'un ami ou peut-être d'une publication repartagée. Mais le nom, la date de mariage dans le pied de page du courriel au CTE. Je pouvais sentir les battements de mon cœur dans ma gorge. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je suis allé faire une promenade le long du parc, au-delà de la ligne tranquille des arbres, laissant le vent me traverser comme s'il pouvait emporter le dernier de mon hésitation. Parce que là, c'était le premier moment où je pouvais tendre la main par-dessus la ligne qu'ils avaient tracée. Pas avec colère, pas avec des cris, mais avec des preuves. Preuves que j'avais de la valeur, que j'étais devenu quelque chose, que je n'avais pas disparu. J'ai évolué. Mais je savais aussi que si je disais oui, je ne le ferais pas pour eux. Pas pour Marc. Pas pour maman. Même pas pour prouver un point. Je le ferais pour moi, pour me rappeler que je pouvais être le genre d'homme qui se montre quand cela compte, même quand personne d'autre ne l'a fait. Je suis rentré, je me suis assis, et j'ai répondu « Bonjour, Émilie. Oui, je fais de la gravure personnalisée et je serais honoré de vous aider à créer quelque chose de significatif pour votre mariage. Félicitations à vous deux. Parlons du design. Aucune signature, aucun indice sur mon identité, juste un nom et un produit. Et quand j'ai appuyé sur envoyer, je ne me suis pas senti mesquin. Je me suis senti puissant parce qu'ils avaient peut-être oublié qui j'étais, mais le monde ne l'avait pas fait, et je ne faisais que commencer. Je n'ai pas dit à Émilie qui j'étais. Pas dans le courriel, pas dans la facture, pas même dans la note de livraison finale. Je suis resté professionnel, chaleureux, poli, un peu détaché. Je l'ai laissé être une cliente de plus, un autre nom dans la feuille de calcul que j'avais créée pour suivre les commandes et les expéditions. Mais l'ironie ne m'a pas échappé. Elle épousait mon frère, le garçon en or, le centre de chaque table de dîner et cadre photo. Le même gars qui m'avait un jour demandé si je pouvais passer réparer le broyeur à ordures une semaine après mon départ, comme si rien ne s'était passé. Et maintenant, elle voulait que je fabrique la pièce maîtresse pour leur table de cadeaux de mariage. Cela aurait été suffisant pour la plupart des gens. Assez d'ironie, assez de clôture. Mais plus je travaillais sur cette pièce, plus les gravures devenaient lisses. Plus le noyer brillait sous le fini, plus une pensée résonnait sans cesse dans mon esprit comme un battement de cœur, ils ne savent toujours pas qui je suis. Cela a commencé petit. J'imaginais livrer la pièce en personne, regarder le visage de Marc quand il me verrait. J'imaginais maman et papa se penchant derrière lui, faisant semblant de ne pas fixer. J'imaginais le calme, le malaise, les salutations balbutiantes, le « Oh, salut, tu as l'air super ». Mais l'imagination n'était pas suffisante. Je voulais le contrôle. Je voulais la précision. Je ne voulais pas créer de scène. Je voulais écrire tout le scénario et les faire s'asseoir dans le public, les yeux grands ouverts, les mains tremblantes, sans savoir ce qui allait suivre. Alors, je me suis mis au travail. Premièrement, j'ai restructuré Second Grain en une société à responsabilité limitée. J'opérais en tant qu'entreprise individuelle, mais maintenant que les commandes arrivaient régulièrement, il était temps de devenir officiel. J'ai déposé les documents, embauché un comptable à temps partiel et ouvert un compte bancaire professionnel. Le logo est passé d'un croquis qu'Antoine avait fait sur une serviette à une marque épurée et minimale que j'appliquais sur tout, boîte, facture, même un tampon de gravure pour chaque pièce finie. Ensuite, j'ai amélioré le site web. J'ai ajouté des témoignages, organisé un portfolio numérique. Et c'était la clé, j'ai commencé un blog, pas du genre journal intime. C'était de la narration, des photos de mes créations, des histoires derrière elles, des aperçus sur le design. Et enfoui entre ces entrées, j'ai inclus le genre de publication personnelle que les gens font défiler sans réfléchir, la table qui a tout commencé. C'est ce que j'ai appelé ça. J'ai écrit sur ma première commande importante, une table de mariage personnalisée gravée avec des initiales et une date d'automne. Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'ai pas publié de visage, mais je me suis assuré que les détails étaient juste assez spécifiques pour que quiconque dans la famille qui tombait sur cette page sache, lise et pense, attends une seconde. Est-ce que c'est ? Mais il n'en serait pas sûr. Et c'était le but. Pendant ce temps, j'ai accepté le paiement d'Émilie et je lui ai envoyé des maquettes de design. Elle en a choisi une. J'ai commencé à sculpter. Les jours ont passé, les commandes ont continué, et puis environ 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu, maman. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran.
J'aurais pu laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. J'aurais dû, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Elle n'a pas parlé pendant une seconde. Paul, a-t-elle finalement dit, doucement, comme si elle n'était pas sûre que ce soit moi. Oui. Salut. Elle a de nouveau marqué une pause. J'ai vu ton blog. La publication sur la table. Bingo. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas que tu allais si bien, a-t-elle continué. Ton père et moi, nous n'en avions aucune idée. Je pouvais presque entendre ses tentatives d'assembler les bons mots. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait parce que l'illusion s'était fissurée. Pendant des années, ils se sont dit que j'étais juste en train de trouver mon chemin, un peu sans direction. Maintenant, ils savaient que j'avais une direction et qu'elle n'incluait pas eux. Je suis fier de toi, dit-elle. J'ai souri. Merci. Encore une pause. Viendras-tu au mariage? La voilà. Le piège. J'aurais pu dire oui. J'aurais pu accepter de jouer le bon fils, le parent perdu depuis longtemps, le frère pardonneur, mais je n'étais plus intéressé à être inclus. J'étais intéressé à être vu. Alors, j'ai dit, je pense que je vais livrer la table en personne. J'aimerais m'assurer qu'elle arrive en toute sécurité. Oh, dit-elle, surprise. Eh bien, ce serait charmant. Charmant, mon Dieu. Nous avons raccroché peu de temps après. Les 2 semaines suivantes ont été un flou de préparation. J'ai fini la table, j'ai arrondi les bords, scellé la gravure, ajouté un tiroir caché sous le dessus au quelque chose que je n'ai pas dit à Émilie. Une petite touche de design doublée de feutre où il pourrait placer des souvenirs ou des notes. Dans ce tiroir, j'ai placé une enveloppe scellée. Aucune adresse de retour, aucune signature, juste les mots « lire après le mariage ». À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre d'une seule page. Elle disait « Vous ne me connaissez pas. Pas vraiment, mais vous avez entendu parler de moi. Je suis celui qui a disparu. Celui que la famille de votre fiancé ne mentionne jamais. Et ce n'est pas grave. Vous ne me devez rien. Mais cette table, celle-ci a été construite par la version de moi qu'ils n'ont jamais pris la peine de voir. Celle qui n'a pas disparu. Celle qui s'est construite à partir du silence. Félicitations pour votre mariage. J'espère que votre mariage sera bâti sur la vérité, pas sur la performance. Pas de colère, pas de tentative de culpabilisation, juste des faits. Antoine pensait que c'était trop subtil. Tu pourrais laisser tomber une grenade à leurs pieds, dit-il. C'est plutôt comme une toux discrète dans un coin. Mais c'était ça la beauté de la chose. Ce n'était pas la vengeance, pas au sens explosif. C'était l'équivalent émotionnel de passer devant quelqu'un qui vous ignorait autrefois et de voir ses yeux s'écarquiller lorsqu'il réalise que vous l'avez dépassé. Et juste pour m'assurer que le message passe, j'avais un dernier coup à jouer. J'ai contacté un ami d'Antoine qui travaillait dans les relations publiques locales. Il lui devait une faveur. J'ai demandé s'il pouvait faire placer un petit reportage dans l'un de ses blogs de style de vie en ligne qui mettait en avant les artisans locaux et les petites entreprises. Il a dit oui. L'article est sorti la veille du mariage, second grain, comment un artisan local a transformé la douleur en but. Mon visage n'y était pas, mais mon histoire était légèrement modifiée, aseptisée. Le blog décrivait comment j'avais commencé après avoir quitté une dynamique familiale toxique et comment j'avais tranquillement bâti quelque chose selon mes propres termes. Le clou du spectacle, ils ont inclus une photo de la table de mariage en plein centre. N'importe qui dans la famille lisant cet article saurait exactement pour qui était la table, mais personne ne pourrait rien dire sans admettre la vérité, que j'étais le fils manquant, celui dont il riait, celui qui est parti et qui a construit quelque chose de mieux. Alors, quand je me suis garé sur le site cet après-midi-là, la remorque attachée derrière mon camion emprunté, je ne me sentais pas nerveux. Je me sentais calme. Je portais un jean et une chemise noire boutonnée. Rien d'ostentatoire, pas de grande entrée, juste un autre fournisseur arrivant pour faire une livraison. Le préposé au stationnement m'a fait signe de passer. Émilie m'a accueilli avec un grand sourire. Elle était magnifique dans une robe en soie argentée avec des manchettes brodées. Vous devez être Paul. Oh mon Dieu, la table est magnifique. Merci, ai-je dit en souriant. Je suis contente que cela vous plaise. Je n'avais aucune idée que vous étiez d'ici, ajouta-t-elle.
C'est parfait. Sérieusement. Et puis juste derrière elle, Marc. Il s'est figé quand il m'a vu, comme s'il avait vu un fantôme avec un marteau. Mais je n'ai pas bronché. Salut, ai-je dit comme si de rien n'était. Il a cligné des yeux. C'est toi qui as fait ça. J'ai hoché la tête. Second grain. C'est moi. Émilie a regardé entre nous. Attends, vous vous connaissez? J'ai haussé les épaules. Nous nous sommes rencontrés. Marc n'avait toujours pas parlé. Quoi qu'il en soit, ai-je dit. Félicitations à vous deux. J'ai laissé une petite surprise sous la table pour après la lune de miel. Émilie s'est illuminée. Vous êtes adorable. Et avec ça, je suis parti. Pas de drame, pas de scène, juste le regard sur le visage de Marc, quelque part entre l'admiration et la peur. Et ça, plus que n'importe quel discours, c'était le moment où j'ai su. Ils m'ont enfin vu, et ils ne pouvaient plus me dévoir. Le mariage lui-même s'est déroulé sans incident. Du moins, pas du genre dont les gens chuchotent pendant la réception ou qu'ils repartagent plus tard dans les discussions de groupe. Je ne suis pas resté. Je ne me suis pas attardé. Je ne me suis pas attardé près du bar en espérant un contact visuel ou une conclusion. J'ai livré la table, échangé des paroles polies, et je suis parti avant même que la cérémonie ne commence. C'était intentionnel. La vengeance, la vraie vengeance, n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de témoins sur le moment. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin que les gens s'assoient avec ce qu'ils ont ignoré jusqu'à ce que cela commence à démanger. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une longue douche, et j'ai dormi pendant 10 heures d'affilée ou le genre de sommeil que l'on a quand on a enfin terminé quelque chose de lourd et qu'on le dépose pour de bon. Les répercussions ne sont pas arrivées d'un coup. Elles sont venues par vagues. La première vague a frappé 3 jours plus tard. Marc m'a appelé. Pas un texto, pas un message vocal, un appel. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, j'ai répondu. Quoi, ai-je dit, pas en colère, juste sans émotion. Qu'est-ce que c'était que ce bordel, a-t-il lancé, sautant toutes les salutations possibles. La table, ai-je demandé. Tu l'as aimé, n'est-ce pas? Ce n'est pas drôle, dit-il. Émilie a trouvé la lettre. Je me suis appuyé contre le canapé. D'accord. Elle était contrariée, continua-t-il, confus. Elle a demandé pourquoi personne ne parle jamais de toi. Pourquoi elle ne savait pas que j'avais un frère qui a construit la pièce maîtresse de notre mariage. Ça doit être inconfortable, dis-je. Tu nous as fait honte. Non, répondis-je calmement. J'ai dit la vérité à voix basse. Vous vous êtes fait honte vous-même. Il devint silencieux. Puis, maman pleure. J'ai failli rire. Presque. À propos de quoi, ai-je demandé. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne savait pas que tu te sentais comme ça. Qu'on te faisait du mal. Que si elle avait su. Elle ne savait pas, les jeux interrompus. Ou elle ne voulait pas savoir. Dans tous les cas, elle a choisi ce qui était plus facile. Marc expira brusquement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, dis-je. Je devais. Il a raccroché. La 2e vague est venue de la famille élargie. Tante Denise m'a envoyé un long courriel. Non pas pour s'excuser, mais juste pour expliquer à quel point la parentalité est difficile, que personne n'est parfait, que parfois des choses sont dites en privé et ne sont pas censées être prises au sérieux. J'ai répondu par une seule phrase, certaines choses n'ont de l'importance que parce qu'elles sont dites en privé. Oncle Géry a essayé l'humour. M'a envoyé un message disant « On te doit une bière, fiston ». Je n'ai pas répondu. Ma cousine Sophie, Dieu la bénisse, a réellement appelé. Elle n'a pas tourné autour du pot. Je ne savais pas, dit-elle. Aucun de nous ne le savait. Ils ont vraiment gâché ça. Je sais. J'ai dit que c'était suffisant. La 3e vague était celle qui comptait. Maman et papa ont demandé à se rencontrer. Pas tout de suite. Il leur a fallu presque 1 mois. 1 mois de conversation gênante avec des proches. 1 mois de regard de travers. 1 mois de gens demandant « Alors, où est Paul ces jours-ci »
Un mois à lire des commentaires sous l'article sur Second Grain disant des choses comme « J'adore voir les gens réussir après avoir coupé les ponts avec une famille toxique ». Ce mot, toxique, les a suivis partout. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un café tranquille à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café, je me suis assis le dos droit, et mes mains détendues sur la table. Je n'avais rien répété. Je n'en avais pas besoin. Ils sont arrivés ensemble, se sont assis comme s'ils assistaient à une réunion qui devait se terminer rapidement. Maman semblait plus petite que dans mes souvenirs. Papa avait l'air fatigué. Nous avons échangé des banalités, le temps, le trafic, le réchauffement habituel et lâche. Puis maman a craqué. « Je ne le pensais pas, dit-elle. Ce que tu as entendu ? Ce n'était pas sérieux. Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste regardé. Papa s'éclaircit la gorge. Nous ne savions pas que tu souffrais. J'ai hoché la tête. C'est ça le problème, ai-je continué. Vous avez attendu des années. J'ai essayé de gagner ma place dans cette famille. Pas l'amour, juste un espace pour être vu, pour être reconnu. Quand j'ai arrêté d'essayer, vous ne l'avez pas remarqué. Quand je suis parti, vous ne l'avez pas remarqué. Vous n'avez remarqué que lorsque d'autres personnes l'ont fait. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ce n'est pas vrai. Si, dis-je doucement. Vous n'avez pas appelé parce que vous me manquiez. Vous avez appelé parce que vous avez vu les répercussions. Papa a ouvert la bouche. La refermé. Je ne suis pas ici pour vous punir, ai-je continué. Je ne suis pas ici pour crier. Je suis ici pour vous dire ce qui va se passer ensuite. Ils se sont penchés, écoutant enfin. Je ne veux pas de relation, dis-je. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je ne vous hais pas. Je ne vous fais juste plus confiance avec ma vie. Maman a tendu la main vers la mienne. J'ai retiré la mienne. Pas brusquement, juste fermement. J'ai construit quelque chose, dis-je. Pas une entreprise, une personne. Et je ne la rendrai pas à des gens qui ne l'apprécient que lorsqu'elle est belle en public. Silence. Papa a hoché lentement la tête. Donc, c'est ça. Oui, dis-je. C'est ça. Ils ne se sont pas disputés avec moi. C'était la partie la plus révélatrice. Nous nous sommes levés, ils sont partis. Je suis resté assez longtemps pour finir mon café. La dernière vague est arrivée des mois plus tard. Second Grain a décollé. Pas du jour au lendemain, pas de façon virale, juste de manière constante. Le bouche à oreille, les clients réguliers, les commandes commerciales. J'ai embauché un deuxième employé, puis un troisième. J'ai déménagé dans un vrai atelier avec une porte à enroulement et mon logo peint sur le côté. Un après-midi, alors que j'examinais les factures, j'ai reçu un courriel d'Émilie. Elle m'a remercié à nouveau pour la table. Elle a dit que c'était la seule partie du mariage qui semblait solide, réelle. Elle a dit que la lettre l'avait fait réfléchir, poser des questions, avoir des conversations qu'elle évitait. Elle ne m'a pas demandé d'intervenir. N'a demandé à personne de réparer quoi que ce soit. Elle a juste dit « Je suis contente que vous existiez ». C'était suffisant. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents. Pas entièrement. Nous avons échangé des messages polis occasionnels pour les anniversaires. Rien de plus. Marc et moi ne nous parlons pas du tout. Et ce n'est pas grave parce que la vengeance n'était pas de ruiner leur vie. C'était de refuser de continuer à rétrécir la mienne. Ils ont ri une fois dans une cuisine en pensant qu'ils étaient seuls. Ils ne l'étaient pas, et ils ne le seront plus jamais. La dernière fois que je suis passé devant mon atelier la nuit, les lumières brillant à l'intérieur, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Je n'ai pas vu le gamin dans le couloir. J'ai vu l'homme qui est ressorti par la porte et qui n'a plus jamais eu besoin de revenir.